De la voiture électrique à l'éolienne, en passant par les barrages hydroélectriques, l'ingénieur durable est au cœur de la transition écologique. Les professeurs de la meilleure école francophone du pays échangent leurs perspectives sur ce sujet. Bonjour Monsieur Patrick. Bonjour. Bienvenue à cette mini-entrevue. On est très content aujourd'hui de vous recevoir. Merci. Alors, je vais vous poser quelques questions par rapport au développement durable. La première question pour vous est de savoir, pouvez-vous nous en dire plus sur votre champ d'expertise et quand et pourquoi vous y êtes-vous spécialisé? OK, oui. Moi, mon champ d'expertise, c'est tout ce qui est biofabrication, donc production de médicaments biopharmaceutiques. Je me suis spécialisé là-dedans un petit peu par le chemin de la vie qui s'est un peu imposé, honnêtement. J'ai fait mon mémoire de maîtrise dans un domaine relié et ça m'a donné des connexions en industrie. Pour mes premiers emplois, je me suis ramassé à faire du développement de procédés pour des biosimilaires. Donc, pour rendre, moi, je trouvais ça bien, rendre ça plus accessible, à prix moins élevé, parce que souvent, les produits biopharmaceutiques sont très chers, puis il y a une question d'accessibilité, etc. Et voilà, j'ai poursuivi là-dedans, et là, ça fait comme 25 ans que je fais ça. Parfait, parfait. Ben, c'est ça, c'est super. Et nous, on voulait savoir, finalement, par rapport au développement durable, en quoi votre pôle d'excellence est-il relié? Comme, c'est quoi le lien entre votre expertise? Oui, tout à fait. Bien, la question du développement durable, c'est une question super importante pour le monde biopharmaceutique. C'est quand même une industrie au sens large qui est très polluante. Il y a certaines bonnes raisons à ça. C'est une industrie qui doit être très hautement contrôlée. C'est une industrie aussi avec des marges importantes, donc les gens sont un petit peu moins regardants au niveau de certaines pratiques. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dernièrement. Il y a un mouvement à regarder, c'est quoi l'empreinte de carbone. Il y a eu tout le mouvement vert. Puis c'est drôle parce que c'est la seule industrie où on peut dire que d'aller vers des plastiques à usage unique a réduit l'empreinte de carbone de l'industrie parce que traditionnellement, c'est tout de l'acier inoxydable qu'on doit stériliser avec de la vapeur, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait autour de ça. Est-ce qu'on est en train réellement de réduire notre empreinte carbone, etc. Puis, effectivement, avec le temps, ça semble s'améliorer à ce niveau-là. Parfait, parfait. Donc, on continue. Quelle serait, selon vous, la piste de solution qui pourrait avoir l'impact le plus immédiat sur le développement durable? Ça, c'est une question très large. Je dirais, au sens large, toute industrie confondue, c'est vraiment de prendre une analyse du cycle de vie de tout produit. Si on va faire la production de n'importe quoi, et il faut regarder à partir de l'extraction des ressources, la production, là, c'est comme après ça, le recyclage ou là, c'est comme l'enfouissement, tout ce cycle-là, de voir c'est quoi les entrants au niveau énergétique, c'est quoi l'impact de pollution, de faire un cycle, une analyse complète de la chose. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout exigé. Puis honnêtement, ça pourrait être exigé pour tout produit à déploiement industriel, large et massif, de dire, vous devez faire une analyse, puis regarder c'est où les forces et faiblesses à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, pourquoi pas le publier pour que ce soit connu du public, et ainsi de suite. C'est dans le possible, ça pourrait être fait. C'est une question vraiment de nature politique. D'accord. Et pour ce qui est de l'avenir du génie durable, si vous deviez le décrire en un mot, ce serait lequel? Et expliquez-nous pourquoi vous pensez que ce serait ce mot-là. Ça serait l'analyse du cycle de vie complet, comme je viens de dire. Puis, il n'y a pas de solution magique. Il faut il y a un terme en anglais que les gens utilisent de manière traditionnelle, des externalités. C'est des choses qu'on ne considère pas dans un produit au niveau économique.
il faut commencer à considérer tous les impacts de ce qu'on fait au niveau industriel. C'est aussi simple que ça. D'accord, d'accord. Et on va finir avec cette question. C'est une question où on se projette un peu dans le futur. On parle de la carboneutralité. Est-ce que vous pensez que nous atteindrons zéro émission nette d'ici 2050, tel que fixé par les accords de Paris? Sinon, quand pensez-vous que ce serait possible de l'atteindre, cette carboneutralité? Ben, honnêtement, je pense que non. On n'atteindra pas cette cible-là, tout simplement parce que quand on regarde les émissions nettes, elles ne font qu'augmenter depuis les dernières années, même si les gens vont dire que notre intensité d'émissions diminue, au niveau net, ça ne fait qu'augmenter. Et la planète, à la limite, ce qui compte, c'est vraiment c'est le total mesuré. C'est pas le fait que par unité économique, on réduit l'impact, etc. Donc, et aussi, quand on regarde le nombre de personnes sur les 8 milliards de personnes sur la Terre qui sont encore dans un état de pauvreté et qui veulent atteindre un seuil de vie équivalent à ce qu'on a ici, et de monter le seuil de vie, ce qui est une question morale, et que les gens ici, notre empreinte carbone est tellement plus élevée. Tous les gens dans les pays sous-développés, qu'est-ce qu'on va leur dire? Ben, tu sais, c'est comme n'augmentez pas votre usage de matériaux, etc., alors que nous, on vit de manière en haut de nos moyens au niveau écologique. Je veux dire, c'est pas réaliste. Et quand on parle de la question au sens large, on regarde des trajectoires un peu actuelles, mais il faut considérer le niveau de richesse des différentes personnes. Ça, c'est une considération hyper importante. Il faut qu'on change nos manières de faire dans le monde occidental. Puis je pense que quelque chose qui serait hyper important pour attaquer ces questions-là, c'est un transfert de connaissances et de technologies importantes envers tous les pays émergents, ce qu'on n'a pas suffisamment fait à date, pour justement diminuer l'impact qui va augmenter dans les pays, ce qu'on appelle émergents, forcément. Et il faut considérer tout ça de manière responsable. Et quand on voit ça dans l'ensemble, là, moi, je ne veux pas être pessimiste, là, mais je pense qu'il n'y a presque aucune chance qu'on atteigne la carboneutralité en 2050. OK, ben est-ce que vous avez une idée d'une date? Peut-être pas 2050, mais ça veut dire dans un siècle, dans un millénaire? Ou ce sera tout simplement jamais atteint? Non, je pense qu'on va l'atteindre. Okay. Je pense qu'on n'a pas le choix de vraiment y travailler si on veut avoir une condition planétaire qui va supporter la charge de la population et qu'on puisse se nourrir. Déjà, on est en train de vivre les changements climatiques, puis c'est en train d'avoir une incidence importante sur notre capacité de production alimentaire. Et ça va juste continuer. Donc, on n'a pas le choix d'attaquer ça. Mais quand je regarde la trajectoire, je veux dire, 2050, on a 25 ans pour s'y rendre, là. Puis, tu sais, il y a tellement de changements qui sont requis. Puis, à date, je vois pas que le monde est en train de prendre ça suffisamment au sérieux. C'est la réalité de la chose. OK. Ben, merci beaucoup pour vos réponses. Et on a été encore très heureux de vous recevoir pour cette mini-entrevue. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous.